Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence en ligne sur la sécurisation de vos données patients. Je vais me présenter, je suis Chloé Bache, experte formatrice chez Julie Solutions et ancienne assistante dentaire. Nous avons aujourd'hui avec nous Monsieur Hervé Pavre, que vous pouvez voir, donc, qui est fondateur et dirigeant de la société Ma Sauvegarde, ainsi que Ludovic Jargon, donc qui est business manager au sein de la même société, donc Ma Sauvegarde. Ce sont tous les deux des spécialistes donc des systèmes de sauvegarde de données. La société Ma Sauvegarde a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des solutions de sauvegarde de données et en technologie et services nécessaires à la protection de vos données. Donc, on va tout de suite commencer avec une petite introduction pour se remettre en situation. Donc, pendant que l'attention générale est portée sur les causes humaines, économiques et sociales, les pirates informatiques profitent de cette crise du coronavirus afin de voler donc, des informations personnelles, d'infecter les ordinateurs de logiciels malveillants ou encore simplement voler de l'argent. En tant que professionnel de santé, vous gérez les données médicales, donc sensibles de vos patients. Le piratage informatique, cambriolage ou encore endommagement accidentel de votre outil informatique, les risques sont multiples et vos obligations en matière de protection sont bien réelles. Donc, on va aborder quelques sujets ensemble pendant cette conférence. Le premier sujet sera donc essentiel, donc RGPD. Qu'est-ce que le RGPD et quelles sont les obligations des chirurgiens dentistes? Puis, on aura une seconde partie avec Hervé et Ludovic, donc sur les risques de ne pas avoir de sauvegarde automatique de données. Puis, quelles sont les solutions existantes pour ces risques? On aura une troisième partie, si je puis dire, avec un moment questions-réponses. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait noter vos questions sur la droite, donc dans le petit chat, et on y répondra juste après. Donc, c'est parti. On commence avec la définition du RGPD. Donc, le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données. C'est un texte de loi européen qui s'applique depuis le 25 mai 2018. Qu'est-ce qu'une donnée patient? Donc, ce texte, il porte sur des protections de données à caractère personnel. Vous, en tant que professionnel de santé, donc de médecine dentaire, on va se rapporter à une donnée patient. Donc, on va trouver ici des données d'identification. Ça peut être un nom, un prénom ou encore une date de naissance. Donc, vous allez récupérer toutes ces informations, par exemple, par le biais d'une carte vitale ou selon un contexte particulier, une situation familiale, nombre d'enfants ou encore une situation professionnelle. La santé générale du patient, donc ça, ce sont des données patients qu'on va avoir par le biais de l'historique médical, encore l'historique des soins, un diagnostic médical, des traitements prescrits. Donc, c'est vraiment tout ce que vous faites en cabinet. Donc, tracer l'historique médical de vos patients par le biais d'actes que vous allez facturer ou encore de constater un schéma initial. Donc, tout ça, ce sont des données patients. On va avoir aussi des informations relatives aux habitudes de vie. Des données qui vont être collectées selon l'accord du patient dans la stricte mesure où elles sont nécessaires au diagnostic et aux soins. Par exemple, une question toute bête que vous pouvez tout avoir dans votre questionnaire médical, fumez-vous? Ce sont des données relatives aux habitudes de vie. Ces données, une fois qu'on les a identifiées, il va savoir qu'il faut les conserver selon une certaine durée. Donc, la seconde partie de ce sujet, ce sont les durées légales. Vous avez des durées de conservation. Donc, la première, ça va être 20 ans à compter de la date de la dernière consultation du patient. Sur ces données, il y a des petites spécificités. Effectivement, si le patient est mineur et que ce délai de 20 ans expire avant son 28e anniversaire, la conservation des informations le concernant doit être prolongée jusqu'à cette date. Si le patient décède moins de 10 ans après sa dernière consultation, les informations le concernant devront être conservées pendant 10 ans à compter de la date du décès. En cas d'action tentant à mettre en cause la responsabilité du médecin, il convient de suspendre ces délais de conservation.
Votre patient aussi peut exercer son droit de suppression dans les 20 ans de conservation. Cela peut porter sur une photo, un numéro de téléphone, mais pas sur les données médicales, donc l'historique médical, comme des données radio. Le traitement de toutes ces données doit être référencé dans un registre. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce qu'un registre des traitements? C'est déjà, le règlement vous impose la tenue, effectivement, d'un registre des activités de traitement par le responsable de traitement. Qu'est-ce que c'est? C'est un document qui va contenir l'activité référencée et un bref descriptif de celle-ci. On a tous des bonnes pratiques à suivre. Donc, pour cela, on vous a mis un exemple de registre que vous pouvez vous référencer selon cet exemple-là. Donc, c'est un tableau. On va voir qu'il y a les différentes activités et le descriptif assez bref de ces activités-là. Le traitement de toutes ces données doit être référencé dans un registre. Vous avez un exemple juste ici. Maintenant, on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus subtil, puisque ça, c'est assez facile à mettre en place. Vous avez juste à créer un tableau et puis faire un point sur toutes les activités de traitement. Cependant, donc, vous allez devoir référencer les activités. Et pour chaque activité, donc là, on va passer sur le registre des traitements, mais chaque activité doit contenir une fiche de registre de l'activité, bien détaillée. Donc, on vous a mis quelques exemples ici. Pour chaque activité de traitement, la fiche de registre doit comporter au moins les éléments suivants. Le cas échéant, le nom, les coordonnées du responsable conjoint du traitement mis en œuvre, les finalités du traitement, les catégories de personnes concernées ou encore les catégories de données personnelles. Vous allez avoir aussi les catégories de destinataires, les transferts, les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données ou encore une description générale des mesures de sécurité. Donc, vous avez toutes ces informations qui doivent être bien distinguées dans une fiche de traitement. La fiche de traitement détaillée doit être réalisée pour chacun des traitements d'activité mis au préalable dans le registre qu'on a pu voir précédemment. Donc, ces différentes fiches, une fois que vous les avez bien enregistrées, il faut savoir que nous, on vous donne des exemples donc directement sur ce slide, mais vous avez un guide bien complet qui a été fait par la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, donc, qui va concerner donc, le traitement des données de santé. Vous pourrez vous référencer à ce guide que vous pouvez aussi trouver directement sur notre site internet, donc Julie Solutions. Une fois qu'on a pu voir qu'on a identifié toutes ces données, on a pu voir qu'il fallait effectivement faire un registre et des fiches bien détaillées. Donc, vous allez devoir conserver ces données 20 ans. Donc maintenant, on va voir de suite avec Hervé et Ludovic, juste après ces petits impacts sur votre profession, comment les sauvegarder. Donc, vous êtes professionnel de santé, vous êtes soumis à quelques obligations vis-à-vis de vos patients. Donc, ces obligations sont la transparence des traitements, le droit à la portabilité, le droit à l'effacement, la protection aussi des mineurs de moins de 16 ans. Comment mettre en place, donc, au sein de cette organisation, comment mettre en place au niveau de votre cabinet toutes ces obligations? Par des mentions d'information ou encore il faut mettre à disposition un formulaire de contact ou encore mettre des mesures de sécurité et surtout, encore une fois, demander l'accord de vos patients. On a pu voir donc qu'il y avait plein de données à conserver. Ce sont des données médicales, donc à caractère personnel, très importantes. Cette façon de les conserver, vous allez forcément les enregistrer dans votre ordinateur. Donc, il va falloir sûrement mettre un système de sauvegarde. Donc, je vais passer de suite le relais donc, à Hervé et Ludovic qui vont pouvoir vous parler de cette sauvegarde de données. Donc, Hervé et Ludovic, à vous. Alors, bonjour à tous, merci. Donc, en effet, on va aborder le sujet de la sauvegarde de données. Donc, ce que je vous propose pour commencer, c'est de commencer par une définition.
Donc, c'est en fait la sauvegarde de données, c'est le fait de dupliquer et de désolidariser et mettre en sécurité des données. Euh, et il ne faut pas confondre avec des termes qui pourraient être assimilés à de la sauvegarde, à savoir l'archivage. Donc l'archivage, c'est un cousin de la sauvegarde, mais il faut bien savoir que c'est une opération qui est manuelle, qui est déclenchée selon un moment donné et qui consiste à conserver des données sur du long terme. Et on pourrait également confondre la sauvegarde de données avec de la synchronisation. Donc la synchronisation, c'est le fait de pouvoir accéder à une même information sur plusieurs appareils différents. Donc là, on va pouvoir voir au travers de ces quelques slides les différents euh, types de sauvegarde qui existent, donc les différents médias et les différentes manières de mettre l'information sur ces médias. Donc, on va commencer par quelques chiffres donc, qui sont issus d'études qui ont été réalisées sur euh, les entreprises françaises, que ce soit des TPE, PME, ETI et grands comptes. Tout d'abord, on va voir quelles sont les causes et les conséquences d'une perte de données pour les professionnels. Donc, le premier chiffre qu'on va observer, c'est 24%. Donc, 24%, en fait, c'est le pourcentage de perte de données due à une erreur humaine. Donc, en fait, ce pourcentage est supérieur au pourcentage d'une perte de données due à une panne matérielle. Donc, en fait, on se rend compte que l'humain est souvent à l'origine d'un problème, d'une perte de données, plus souvent qu'un ordinateur tombe en panne, par exemple. Alors, bon, on a bien conscience que dans le contexte actuel, vos cabinets sont fermés pendant la période de la crise sanitaire. On ne veut pas noircir le tableau plus qu'il l'est. Simplement, cette statistique est là pour rappeler que aujourd'hui, les entreprises qui perdent leurs données et qui n'avaient aucun moyen, quel qu'il soit, de récupérer cette donnée, bien souvent ferment leurs portes dans les mois qui suivent, puisque alors, au niveau de l'activité, ça peut avoir des conséquences, notamment pour une entreprise qui ne peut plus assurer les commandes qui ont été prises, etc. Donc voilà, ça regroupe vraiment tout type d'entreprise, mais c'est une donnée qui est bien réelle et donc il est important d'avoir un moyen de sauvegarde, quel qu'il soit, et on le verra dans la deuxième partie, tous les moyens qui existent qui vous permettent déjà d'avoir un premier niveau de sécurité en cas de perte majeure de données. Alors, 25% des utilisateurs subissent une perte de données dans l'année. Donc, en fait, ça arrive beaucoup plus que ce qu'on le croit. Une personne sur quatre est touchée, que ce soit une perte de données due à une erreur humaine ou bien à une panne matérielle. Euh, donc, en fait, on se rend compte ici que ça n'arrive pas qu'aux autres. On pourrait avoir tendance à se dire, oui, bon, bah, les pertes de données, ça arrive aux autres, moi, ça m'arrivera pas. C'est faux, ça arrive à une personne sur quatre chaque année. Et pour finir, on voit ici qu'il y a aujourd'hui un système de sauvegarde sur deux qui ne parvient pas à être opérationnel lorsqu'on a besoin de restaurer les données. Ce qu'il faut bien dissocier dans la sauvegarde, qu'il y a deux opérations. Il y a le fait de sauvegarder les données et le fait de les restaurer. Et pour restaurer les données, il faut au préalable avoir suivi de manière rigoureuse les opérations de sauvegarde, si elles sont manuelles. Si elles sont automatiques, il faut bien qu'il y ait une personne qui veille que les sauvegardes automatiques se fassent bien, par quelques systèmes qu'ils soient. Mais il faut bien avoir cette notion de supervision, de monitoring du système et de la stratégie de sauvegarde qu'on a mis en place au sein de son cabinet pour être sûr que le jour où on aura besoin de restaurer les données suite à une panne matérielle ou à une erreur humaine, on sera en mesure de le faire.
Parce que le pire, c'est de penser qu'on a une sauvegarde et que le jour J, on ne puisse pas restaurer ces données. Donc, à présent, on va parler un petit peu des chiffres au niveau de la cybercriminalité. Donc, la cybercriminalité, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les menaces qui gravitent autour des particuliers et des entreprises à travers en fait Internet. Donc, Internet, c'est génial, ça nous a apporté beaucoup de choses, beaucoup d'outils, beaucoup de, d'habitudes qui ont changé avec l'arrivée d'Internet, mais ça expose aussi les entreprises et les particuliers à des risques que souvent on néglige, mais qui sont bien réels. Donc on va commencer par le premier risque, qui est, on va dire, le plus courant. Il faut vraiment être vigilant là-dessus. Il faut que vous ayez déjà notion de ce que c'est que ces deux risques qui sont le phishing. Donc le phishing, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire hameçonnage en français. En fait, c'est le fait, et vous avez sûrement déjà été exposé à ce genre d'attaque, c'est le fait pour un cybercriminel de mettre un site web à disposition sur Internet qui se fait passer en fait pour une autre entité. Je vous prends un exemple. La semaine dernière, je suis tombé sur un site avec une offre de Nike qui au niveau de la solidarité dans cette crise du Covid-19, proposait d'offrir gracieusement, bien entendu, des paires de baskets Nike. Ça peut sembler surprenant et en fait ça l'est puisque c'était clairement un phishing, puisque le site avait toute l'apparence du vrai site Nike avec un formulaire à remplir, adresse mail, nom, prénom, et il fallait valider ce formulaire pour pouvoir avoir notre paire de Nike offerte. Et en fait, comment on peut détecter au-delà, on va dire, du scénario surréaliste de l'opération, hein, puisque aujourd'hui rien n'est gratuit. Comment on peut détecter qu'on est dans une situation de phishing? Il suffit de prêter attention à l'URL. L'URL, c'est l'adresse internet du site sur lequel on est. Et là, dans ce cas-là, l'URL, c'était nike-usa.net. Alors que si on tape dans Google Nike, on va se rendre compte assez vite que le vrai site de Nike n'a pas cette URL. Et donc, c'est un moyen d'être vigilant. Et la deuxième chose, c'est les ransomware. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ransomware? C'est un logiciel qui va s'installer et qui va faire du dégât sur votre serveur ou sur votre machine. Et comment il peut s'installer ce logiciel? En fait, c'est vous qui allez déclencher cette opération lorsque vous allez cliquer par exemple sur une pièce jointe contenue dans un mail. Donc le coup classique, c'est vous recevez un mail vous indiquant que vous n'avez pas réglé une facture avec justement la facture en pièce jointe. Vous cliquez sur la facture et là, c'est trop tard. Le processus dévastateur s'est enclenché et vos données vont être compromises et chiffrées par le ransomware. Et donc ça, on se rend compte qu'une entreprise sur deux a déjà subi une attaque de ce genre. Donc la première chose à faire lorsque on se rend compte qu'on a peut-être cliqué sur une pièce jointe qui était malveillante, il faut tout de suite éteindre son ordinateur, débrancher l'ordinateur du réseau, débrancher tout ce qu'il y a de branché, que ce soit des clés USB, des disques durs. On isole l'ordinateur et on le confie à un professionnel de l'informatique, à votre prestataire informatique. Et comment on peut reconnaître un mail qui contient une pièce jointe frauduleuse? Eh bien, posez-vous la question suivante lorsque vous recevez un mail. Est-ce que je suis à l'origine de la demande de cette pièce jointe? Ou bien, si ce n'est pas le cas, est-ce que je connais mon expéditeur? Est-ce que je connais l'entreprise qui m'envoie cette pièce jointe? Et dans ce cas-là, si par exemple c'est une pièce jointe d'un relevé de compte bancaire, peut-être, eh ben, connectez-vous plutôt sur le site officiel de votre banque pour aller le consulter à l'intérieur de votre compte, mais ne cliquez pas sur une pièce jointe dans un mail.
Alors ensuite, on a ce chiffre, 50%, c'est l'augmentation des attaques par ransomware, donc par mail avec des pièces jointes pour essayer d'infecter. Alors là, on se rend compte que les plus sujets à ce genre d'attaque sont les petites entreprises, les TPE, les artisans, les praticiens de santé qui n'ont pas de service informatique interne pour mettre en place, on va dire, des premiers filtres et donc une première sécurité qui permettrait d'évincer complètement ces menaces, même si elles ne sont jamais vraiment évincées. On s'en rend compte parce qu'il y a également des attaques qui s'opèrent chez les grands comptes. Donc voilà, les TPE sont quand même des cibles privilégiées des cybercriminels. Et avec la hausse du télétravail, alors ça vous concerne peut-être un peu moins que pour d'autres entreprises qui se sont mis en télétravail, on a constaté une hausse complètement phénoménale sur les attaques ransomware, puisque en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les entreprises se sont désorganisées de manière très rapide pour vite suivre les mesures du gouvernement et il n'y avait aucune anticipation en amont. Et donc se sont tous mis en télétravail avec un ordinateur portable professionnel quand l'entreprise pouvait le fournir à son employé. Mais bien souvent, c'est pas le cas et les marchands, enfin les vendeurs d'ordinateurs se sont retrouvés dans une situation où il n'y avait plus de stock puisque la Chine était à l'arrêt. Et donc, on a souvent utilisé des ordinateurs personnels pour faire son travail à distance. Et donc là, c'est la porte ouverte, on va dire, aux cybermenaces, parce qu'il y a peut-être déjà des virus installés sur ces ordinateurs personnels. Ils ne bénéficient pas de la sécurité maximum qu'on pourrait avoir sur un ordinateur qui est seulement dédié à un contexte de travail. Et donc, ça se traduit par une hausse des attaques. La deuxième chose ici, qui va recouper un petit peu l'information qu'on a eue tout à l'heure avec les pannes à l'origine humaine et matérielle, on se rend compte encore une fois que dans le cadre d'une attaque, presque une fois sur deux, l'origine est un humain. Donc il y a eu une action en fait initiée par quelqu'un à un moment donné qui a déclenché l'attaque. Donc typiquement, quelqu'un qui va cliquer sur le mail avec la pièce jointe va déclencher l'attaque par ransomware. Quelqu'un qui va remplir un formulaire sur une fausse page internet va donner des informations à un cybercriminel. Et encore une fois, il y a eu une action humaine au départ qui a déclenché cette prise d'information. Alors après, il y a des attaques plus complexes où l'humain finalement n'a rien déclenché. On appelle ça par exemple des attaques par déni de service, c'est-à-dire que là, il y a des milliers de serveurs qui vont attaquer de manière simultanée un seul serveur pour le saturer et le rendre inutilisable. C'est souvent les grands comptes qui sont sujets à ce type de menaces. Par exemple, Netflix pourrait très bien être sujet à ce type de menace et les cybercriminels voudraient, par exemple, par cette attaque, rendre le service proposé aux abonnés de Netflix inutilisable pendant un certain temps, le temps que les serveurs de Netflix puissent pallier à cette attaque. Donc, vous êtes moins concerné par ce genre d'attaque. Donc, la plupart du temps, vous concernant, on est plus sur des attaques qui sont à l'origine d'une erreur humaine. Donc, pour pallier à ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est l'éducation, expliquer à vos collaborateurs les risques et bien ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire qu'on ne clique pas sur une pièce jointe dont on ne connaît pas l'expéditeur. Voilà, c'est des bonnes pratiques et c'est ça qui va permettre finalement d'augmenter la sécurité au sein de votre cabinet. Et on a une dernière statistique. Donc, lorsqu'on a une attaque par ransomware, si vous voulez, les attaques par ransomware, c'est devenu un business juteux pour les cybercriminels, puisque le principe, c'est qu'ils vont compromettre vos données, donc ils vont les chiffrer, elles seront inutilisables, et derrière, ils vont vous proposer de payer pour déchiffrer les données. Alors, bien entendu, le gouvernement et tous les spécialistes ne recommandent absolument pas aux entreprises de payer les rançons qui sont demandées, car il n'y a aucune garantie que vos données vont vous être restituées. Mais parfois, lorsqu'on a tout perdu et que c'est la dernière chance,
entre guillemets, de sauver son entreprise, bah, il y a des personnes qui payent et beaucoup plus que ce qu'on croit, puisque on constate des hausses d'attaques ransomware. Ça veut dire qu'il y a un réel gain derrière, et donc il y a des personnes qui payent. Donc voilà, ça c'est pour les chiffres. Mais donc ça peut paraître un petit peu anxiogène vu comme ça, mais je vous rassure, il existe des solutions pour se prémunir de ces différentes menaces. Et donc là, je vais relaisser la main à Hervé pour qu'il puisse vous présenter les différents systèmes de sauvegarde qui existent aujourd'hui pour les professionnels. Bonjour à tous. Donc effectivement, l'idée, c'est d'essayer de parcourir un petit peu toutes les solutions qui existent aujourd'hui pour sauvegarder des données. Alors, il y en existe d'autres, hein, elles ne sont pas toutes listées ici. Dans les grandes entreprises, il y a des moyens assez différents de faire des sauvegardes. Les problématiques et les contraintes sont quand même aussi différentes. On a essayé là par ce transparent d'avoir une sorte de florilège de tout ce qui peut exister dans vos cabinets pour protéger les données informatiques. Et donc pour commencer, le système, j'allais dire le plus simple et le moins onéreux, c'est la fameuse clé USB. Je sais pas si ça va. Si, c'est bon. La fameuse sauvegarde sur clé USB, donc effectivement, l'avantage principal de cette solution, c'est quand même que c'est une solution très peu onéreuse. Et à chaque fois, on va essayer de bien regarder quels sont les avantages et les inconvénients. Et puis, j'aurai toujours un petit conseil à vous donner si vous utilisez ce média de sauvegarde. Et donc là, l'inconvénient, effectivement, c'est que c'est un média qui n'est pas considéré comme étant un média fiable. L'autre inconvénient, c'est qu'il peut se perdre très facilement. Et si vous perdez une clé USB avec des données patients dessus, avec de la sauvegarde et donc des données patients dessus, vous avez non seulement perdu vos données de sauvegarde, pas forcément les données sources, mais vous avez en tout cas perdu vos données de sauvegarde. Mais en plus de ça, vous êtes obligé de faire un signalement à la CNIL, comme l'a précisé Chloé tout à l'heure. Puisque dans le cadre du RGPD, c'est considéré comme une fuite de données, et donc vous êtes obligé de signaler cette fuite de données auprès de la CNIL. Dans tous les cas, si vous utilisez ce média pour faire de la sauvegarde, je ne vous le recommande pas, mais si vous le faites quand même, ne laissez jamais votre clé USB connectée en dehors de l'opération de sauvegarde. C'est-à-dire, lorsque vous faites vos sauvegardes, vous mettez votre clé, vous faites votre sauvegarde et vous enlevez votre clé. La raison, c'est que tout simplement, si vous l'avez laissé dedans et que vous prenez un ransomware, lui, il va aussi chiffrer les données qui sont sur la clé et donc vous perdrez aussi vos sauvegardes. Deuxième type de sauvegarde qu'on constate, c'est la sauvegarde sur un disque interne, un autre disque interne au serveur Julie. Les avantages dans ces cas-là, c'est qu'effectivement, on a une solution qui n'est pas trop coûteuse. Il n'y a pas de manipulation à faire puisque vous avez deux disques à l'intérieur de votre serveur et vous dupliquez les données d'un disque sur l'autre, généralement de façon automatique avec un logiciel pour faire ça. Donc, vous pouvez faire plusieurs sauvegardes par jour. Si vous avez perdu des données, effectivement, vous allez pouvoir les restaurer très rapidement puisque les données, elles sont vraiment très proches des données produites. En revanche, en termes d'inconvénients, c'est une solution qui n'est absolument pas utilisable si vous avez un crash de votre serveur, puisque votre serveur est inutilisable, donc les éléments qui sont à l'intérieur du serveur le sont aussi, évidemment en cas de vol et d'incendie, et surtout, on n'a pas le caractère, on ne respecte pas le caractère de désolidarisation dont a parlé Ludovic au tout début. Et vous vous rappelez, la définition des sauvegardes, c'est vraiment dupliquer les données en les mettant en sécurité. Et le fait d'être aussi près des données produites, des données sources, n'est pas une bonne solution et ça sera aussi, le disque sera aussi chiffré en cas d'attaque par ransomware. Donc,
Conseil, si vous utilisez cette solution pour faire des sauvegardes, il faut le faire, mais qu'en complément d'une autre solution, qui, elle, va véritablement vous garantir contre tout incident. Alors, on voit beaucoup dans certains cabinets dentaires, de chirurgie dentaire, une sauvegarde sur disque dur externe au système. Disque dur externe, c'est un petit boîtier qui permet effectivement, qui est transportable et donc qui permet de faire des sauvegardes et de pouvoir après partir avec ces sauvegardes sous le bras. Alors effectivement, c'est assez peu onéreux aussi, c'est à peu près dans les mêmes prix qu'un disque dur interne. Ça a l'avantage d'être transportable, donc on a le caractère, la désolidarisation est faite dans ces cas-là. En revanche, c'est quand même une opération qui est fastidieuse parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours débrancher le disque pour ne pas laisser brancher sur la machine en cas d'attaque ransomware. Donc, ça veut dire qu'il faut se dire à un moment donné, je vais faire les sauvegardes, je branche le disque, je fais les sauvegardes, j'attends qu'elles se terminent. Et une fois qu'elles sont terminées, j'enlève le disque et je l'emmène. Donc, il faut y penser, ça prend du temps. Ça peut être fait de façon plutôt quotidienne. Ça veut dire que vous êtes capable de perdre quand même, si vous avez un incident qui arrive juste avant les sauvegardes, vous perdez quand même une journée de travail. Et voilà, c'est une solution qui existe. Et les conseils que j'ai à donner si vous l'utilisez, c'est de jamais laisser son disque dur connecté en dehors de l'opération de sauvegarde, ce qui malheureusement est très souvent fait, et d'avoir un jeu de au moins 3 disques pour établir une externalisation manuelle. C'est-à-dire vous allez prendre votre disque, vous l'emmenez chez vous, vous ramenez un autre disque, vous le branchez dessus, et vous en avez 3 comme ça, au minimum 3, pour établir une rotation quotidienne de vos médias de sauvegarde. Je continue par le serveur NAS. Alors, NAS, ça veut dire Network Attached Storage. C'est en gros une espèce de gros disque dur qui est accessible au travers du réseau interne dans votre cabinet. Alors, c'est quand même assez utilisé. On retrouve ce média de sauvegarde assez fréquemment dans les cabinets. Ça a un avantage de pouvoir être complètement automatisé puisque vous n'allez pas avoir à le transporter, donc ça veut dire qu'il est constamment connecté, et donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire des sauvegardes de façon automatisée dessus. Il y a beaucoup moins de manipulation, et ça va être forcément aussi rapide. Je vais fermer le. Je pense que voilà. Il faut aussi, en termes d'inconvénients, pardon, c'est pas utilisable en cas de vol et d'incendie ou de dégâts des eaux, puisque effectivement, dans ces cas-là, si vous subissez un cambriolage, le cambrioleur va aussi emmener le serveur NAS, qui en général est assez proche du serveur Julie, et malheureusement, il sera aussi chiffré en cas d'attaque ransomware. Puisque maintenant les nouveaux logiciels de ransomware savent passer au travers du réseau et attaquer tout ce qu'ils trouvent sur le réseau. J'ai voulu citer aussi la sauvegarde sur lecteur de cartouches. Il faut avouer quand même que c'est un système qui est de moins en moins, qu'on rencontre de moins en moins dans les cabinets. Il y a quand même des avantages. Les cartouches sont évidemment moins cher que des disques durs externes et c'est évidemment très transportable. C'est très fiable puisque c'est un média qui existe depuis la nuit des temps et qui ne craint absolument pas d'être attaqué par un ransomware. C'est-à-dire que votre cartouche est dans un lecteur de cartouche et il n'y a personne qui va pouvoir écrire dessus. Les inconvénients, c'est que si vous n'avez pas une gestion rigoureuse des cartouches et que vous ne faites pas une rotation, comme j'en ai parlé tout à l'heure pour les disques externes,
vous aurez le même problème qu'avec un disque externe qui est toujours connecté sur votre serveur, c'est que le jour où il y a un vrai problème, vol, incendie, dégâts des eaux, vous allez perdre à la fois vos données sources et vos données de sauvegarde. Il faut reconnaître quand même que c'est beaucoup moins utilisé, c'était encore très fréquent il y a une dizaine d'années, aujourd'hui on en voit de moins en moins. Et donc de tous ces systèmes, c'est clairement la sauvegarde en mode cloud de type Julie Backup qui présente la totalité des avantages et pour les inconvénients, on vous laissera chercher. En fait, on a effectivement une solution où Julie Backup vient installer un agent de sauvegarde automatique sur votre machine qui, lui, va envoyer ses données 4 fois par heure, donc une fois tous les quarts d'heure à peu près. Vous envoyez des données sur des serveurs qui sont situés au travers d'Internet. Je précise aussi que les serveurs en question sont agréés HDS et ISO 27001. Ce qui veut dire que les données de santé sont préservées, en tout cas préservées dans le cadre d'une certification internationale pour l'ISO 27001 et nationale pour l'HDS. Vous n'avez donc aucune manipulation à faire. On sauvegarde 4 fois par heure. Vous bénéficiez de 30 jours de rétention des données, c'est-à-dire que Julie Backup peut vous restituer des fichiers qui ont une version de fichier qui a 30 jours, jusqu'à 30 jours. Et si vous perdez un fichier, on vous le retrouvera aussi, on pourra vous le restaurer jusqu'à 30 jours après. Un point qui est important que Ludovic a signalé tout à l'heure, c'est la surveillance. C'est bien beau de sauvegarder et de restaurer, mais encore faut-il aussi vérifier que tout fonctionne correctement. Et ça, c'est le propre des algorithmes qui sont mis en place dans le cadre du service Julie Backup, c'est-à-dire qu'on surveille ce qui se passe et s'il y a une détection d'un incident potentiel, on vous avertira. Vous avez donc une garantie de pouvoir restaurer, quel que soit le type d'incident, que ce soit un ransomware, que ce soit un dégât des eaux, un incendie ou tout simplement un crash matériel, on saura restaurer les données. Et bien entendu, on ne craint pas les attaques ransomware. Alors je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en gros, la solution ne craint pas les ransomware. Et en termes d'inconvénients, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous laisserai regarder quels sont les inconvénients, mais il n'y en a pas beaucoup. Et pour ça, je vais repasser la parole à Chloé qui va faire une conclusion à la présentation. Très bien, merci beaucoup Hervé pour la participation et puis je vous remercie pour votre participation. Donc, merci si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Vous avez donc notre Facebook officiel ou encore le forum. Vous pouvez participer donc à nos prochaines conférences en ligne puisqu'on en anime plusieurs dans la semaine puisque comme on le répète, restez chez vous et pas désinformés. On vous accompagne tout ce long de confinement. Donc, vous avez sur notre site internet d'une part les conférences, mais aussi toutes les actualités dédiées au Covid. Donc, je vous répondrai par mail aux questions. Ne vous inquiétez pas. Je vous remercie et je remercie Hervé et Ludovic d'avoir participé donc à cette conférence avec nous. On vous dit à bientôt. On vous souhaite une très belle journée et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Hervé. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée.